Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien et je suis super content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Cette nouvelle vidéo, c'est le 4e épisode d'Eurojour puisqu'une nouvelle journée d'Euro 2021 vient de s'achever et avec lui la perspective d'une nuit d'enregistrement comme à l'instant et de montage aussi. Mais dans la bonne humeur, c'est toujours un plaisir de se retrouver pour parler foot et parler d'Euro comme vous le savez. Tous les matins à 7h sur la chaîne YouTube, on se retrouve dans le cadre de ces vidéos. Alors, on va faire une petite entorse à notre règlement habituel. On va commencer aujourd'hui par la section preview. D'abord, j'ai envie de vous parler de France-Allemagne parce qu'il arrive dans quelques heures à peine. Aussi, je pense parce que pas mal de gens ici me suivent principalement pour l'équipe de France, pas que, mais on va dire c'est toujours le sujet majeur, donc voilà, pour pas vous faire perdre de temps, entre guillemets, on démarre tout de suite avec cette section équipe de France, et on va essayer de présenter les clés du match, de ce qui s'annonce être la plus grosse rencontre de l'Euro pour l'instant sur cette première journée de phase de groupe. Juste avant de démarrer, je vais aussi vous dire que dans quelques heures à peine, peut-être au moment où vous regardez cette vidéo, si vous la regardez vers 17h, ou 19h plutôt, entre 19h et 21h, je serai sur Popcorn, l'émission de Domingo, qui m'a gracieusement invité, toujours un plaisir de le retrouver, on avait commenté à l'époque le match OL Juve, donc je serai avec lui sur Twitch, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, je vous mettrai un lien quelque part dans la description, et voilà, on est prêt à attaquer France-Allemagne. Je me suis noté plein de choses, on va dérouler ensemble. Je me suis noté d'abord le fait qu'on a des équipes qui sont assez similaires sur leur production récente, en fait. Quand on regarde les chiffres, j'ai utilisé une stat, quand on regarde les chiffres sur la saison écoulée 2020-2021, c'est à peu près 10-12 rencontres. La France marque en moyenne 2,2 buts par match, elle se procure 8 occasions par partie, elle tient 57% du ballon et une moyenne donc par match de 15 tirs, 7 cadrés, pour 2,3 expected goals par rencontre par 90 minutes. L'Allemagne de son côté, c'est 2,1 buts par match, 8 occasions, 60% du ballon, 15 tirs, 6 cadrés et 2 XG tout pile, quasiment pareil. Et puis niveau occasions générées et concédées sur les 10 dernières rencontres, la France est sur un 76-26, l'Allemagne un petit peu plus accentuée aux extrêmes, 85-40. Voilà, c'est des chiffres rapides qui veulent en réalité pas dire grand chose, qui situent très basiquement surtout le rapport de force. Maintenant, pour prolonger la réflexion, il faut utiliser son œil et on va faire ça équipe par équipe. On commence par l'Allemagne. Qu'est-ce qu'on peut dire de l'Allemagne quand on regarde l'Allemagne jouer ? Bon, déjà, il y a eu une donnée intéressante qui est sortie dans la presse, c'est que Gundogan et Kroos ont eu un échange, ont eu une discussion à la suite d'Espagne-Allemagne. C'est bien sûr le revers de l'Allemagne 6-0 il y a 6-7 mois à peu près. Gundogan et Kroos, qui forment le tandem du milieu de terrain, ou en tout cas qu'on va retrouver souvent dans cet entrejeu, ont discuté de la manière de contrôler un petit peu plus la partie, de contrôler un petit peu plus la possession, de sécuriser cet entrejeu. Mais c'est pas vraiment ce que je redoute sur la rencontre qui se profile. Je crains pas vraiment une Allemagne qui étoufferait la France dans cette zone, comme a pu le faire l'Espagne contre la Suède hier par exemple. C'est pas un rapport de force que je vois se dessiner. Je dirais plutôt attention au jeu long que l'Allemagne est en capacité de mobiliser. Alors, dans le dos de la défense française, il y a des espaces à aller exploiter, c'est une certitude, et l'Allemagne est peut-être dans une bonne posture pour le faire. Je vous conseille à ce sujet l'article tactique de Dan Perez, qui est toujours très éloquent sur ces questions, et en synthèse, il souligne que Neuer, Hummels, Rüdiger, Kroos, Kimmich, il y a une grosse qualité de passe longue en Allemagne, et aussi des joueurs capables d'aller chercher ces ballons dans les grands espaces, quand on pense à Timo Werner et à ses appels redoutables, mais aussi à Leroy Sané, à Serge Gnabry, ce trident supersonique. Leroy Sané, aux dernières nouvelles, devrait être mis sur le banc et on devrait lui préférer Kai Havertz, qui est un petit peu moins ultra véloce mais aussi super intelligent dans sa lecture des espaces, toujours très intelligent dans les courses. Donc voilà, ça c'est un gros point d'attention pour les Français. Attention à ne pas laisser trop d'espace dans son dos et attention à bien gérer ces espaces. Et puis ensuite, même si on met l'accent sur les rampes de lancement qui sont à surveiller, mais est-ce qu'on pourra toutes les surveiller ? Est-ce qu'on pourra à la fois être sur Kimmich, sur Kroos, sur les centraux ? Il n'y a plus Boateng, mais il y a pas mal de quarterbacks dans cette zone. Les rampes de lancement seront peut-être pas toutes couvertes, mais attention aux joueurs qui seront à la finition, à la réception de ces actions. Et puis de manière générale, je me suis dit attention aux espaces concédés dans la longueur, mais aussi dans la largeur, a fortiori par ce système mobilisé par l'équipe de France récemment, ce 4-4-2 losange, en tout cas ce système avec une forte densité axiale. Attention aux espaces, je pense notamment en transition défensive, parce qu'après, quand la France s'installe sur sa phase défensive, elle est plus en losange, mais tout de suite après avoir attaqué, attention aux espaces laissés sur les côtés, sur la largeur. Surtout que l'Allemagne est de plus en plus apte à les exploiter, puisqu'elle a un petit peu remodelé son organisation, qu'elle a maintenant un piston gauche qui s'appelle Robin Gosens, qui est très performant dans ce registre du côté de l'Atalanta, qui marque parfois 10-12 buts par saison depuis cette zone. Donc voilà, je dirais attention à l'Allemagne sur la longueur, sur la largeur, sur ces grands espaces, elle peut faire très mal.
Alors ensuite la France, quelques mots pour la France, et peut-être qu'une des questions qui revient en ce moment, c'est celle de l'ambiance. Est-ce que le groupe vit bien? On a vu la petite bisbille entre Olivier Giroud, Kylian Mbappé, peut-être quelques tensions autour du prochain tireur de penalty. C'est des choses qui sont sans doute magnifiées par la presse. Personnellement, j'y accorde une importance très très faible, très relative. Je suis pas vraiment inquiet par toutes ces circonstances parce qu'on sait à quel point ces premières tensions peuvent se vaporiser super vite s'il y a des résultats sur le terrain, s'il y a ne serait-ce qu'une bonne performance ce soir, ce sera plus du tout une question. Donc c'est pas vraiment ça qui m'inquiète, c'est plutôt la question du terrain, du jeu. Comment est-ce que la France va pouvoir répliquer aux forces de l'Allemagne et surtout comment est-ce que la France va pouvoir imposer ses propres forces à elle. Alors dans cette optique, il y a aussi eu une interview assez intéressante de Didier Deschamps récemment, qui pour une fois donne pas mal de clés de lecture sur sa manière de procéder tactiquement. Il évoque le fait qu'il a toujours accordé de la liberté aux joueurs offensifs, je veux juste qu'ils sachent ce qu'ils ont à faire quand ils n'ont pas le ballon. Alors, l'intervieweur réplique justement à la perte du ballon, le repli et la fermeture des espaces vous ont-ils plu sur les matchs de préparation? C'est une donnée qu'on avait soulignée de notre côté en analyse, justement, et Deschamps dit oui, même si on n'a pas été énormément amené à défendre, ce qu'on avait évoqué, à l'entraînement je le vois, il y a de l'intensité, il y a de la qualité, mais ce n'est pas le match, et surtout dès qu'il y en a un peu moins, il y a décalage et on est en difficulté. Ça c'est quelque chose que j'avais expressément souligné dans mon analyse, à la fois de France-Pays de Galles et ensuite de France-Bulgarie, c'est que sur ces très rares séquences sans ballon, contre un Pays de Galles à 10, contre une Bulgarie extrêmement faible, il n'y en avait pas eu beaucoup, donc on s'avance avec un certain doute, mais sur ces très rares séquences et ces phases sans ballon, la France n'avait pas beaucoup rassuré, avait laissé des poches d'espace, je l'avais trouvé assez significatives, d'abord sur les côtés, en défendant un peu en 4-3-3, et ensuite, mécaniquement, au cœur du jeu, en s'étirant pour boucher ces espaces, il y avait des petites poches d'espace qui n'avaient pas nécessairement été trouvées par la Bulgarie, mais qui m'inquiétaient un petit peu. Donc c'est ce que dit Didier Deschamps, dès qu'il y a un petit peu moins d'intensité sans ballon, dès que les avants font un peu moins le travail, il y a décalage et on est en difficulté, pour moi c'est un gros point à surveiller. Alors du coup à ce stade de la vidéo on pourrait considérer que j'ai présenté un tableau un peu pessimiste, que je suis un peu inquiet pour ce soir, craintif, pas nécessairement, je dirais même pas réellement. Je pense qu'on a soulevé les interrogations qui existent, et une interrogation, c'est forcément un petit pas dans l'inconnu, je pense qu'on aura beaucoup de réponses qui seront apportées ce soir. Maintenant, une interrogation, c'est pas nécessairement, un point d'interrogation, c'est pas nécessairement un point d'exclamation rouge et négatif, c'est une question, et on verra. Maintenant, l'Allemagne aussi a ses questions, l'Allemagne aussi a ses faiblesses, et surtout l'équipe de France a ses forces qui sont incontestables. Alors sur les faiblesses de l'Allemagne, je pense qu'on peut se dire que défensivement, ça reste assez faible. Il y a aussi là très très peu de certitude. On est quand même sur une équipe qui a pris 6-0 contre l'Espagne il y a 6-7 mois, qui a perdu contre la Macédoine fin mars, plus récemment encore, qui a de grosses lacunes à l'intérieur du jeu, qui peut régulièrement se retrouver transpercé par des rushs, qui contre-presse pas nécessairement très bien, qui me semble pas être en capacité d'étouffer l'équipe de France. Donc ça pour moi c'est un point majeur. Et puis le deuxième, comme on a commencé à l'évoquer, c'est les forces de l'équipe de France. On est quand même sur le meilleur trident offensif de la compétition sur le papier. Si Griezmann, Mbappé et Benzema cliquent, fonctionnent ensemble, ça peut faire des étincelles assez extraordinaires et ça peut se transformer assez vite en incendie, on le pense, on le croit. Derrière, ils sont protégés aussi par ce bouclier mobile, Kanté Pogba, un bouclier mais aussi capable d'amener encore plus de solutions, de projections. Sur ce quintet, on a 5 des tout meilleurs joueurs de la compétition et je pense que les solutions que l'équipe de France est capable de trouver sur ses forces individuelles peuvent être en capacité de limiter les craintes collectives qui existent, les incertitudes collectives qui continuent d'exister. Voilà, il y a une grosse richesse sur le banc aussi. L'équipe de France a beaucoup d'armes en fait, et c'est ça qui limite un petit peu mon inquiétude. Ça reste très très difficile à pronostiquer quand on regarde les cotes, elles sont super équilibrées. La France est à 2,75, l'Allemagne 2,90, le nul à 3,20. Ce sera un gros match, ça c'est sûr. Sûrement le plus gros de l'Euro pour l'instant, en tout cas le plus attendu de loin. Et c'est assez logique finalement qu'il soit le dernier, qu'il soit là pour boucler cette première journée des phases de groupe. Ce sera un gros match qui pourrait démarrer super fort. Alors je pense pas qu'à la déclaration de Rudiger qui a annoncé qu'il fallait démarrer avec beaucoup d'intensité, quitte à envoyer un message comme il l'a dit, et on le croit sur parole, on sait qu'il est en capacité de le faire. Il l'avait prouvé sur Benjamin Pavard il y a quelques temps maintenant. La réalité c'est que je m'attends effectivement à voir un premier quart d'heure où la France se fait peut-être un peu secouer d'entrée de jeu, où il va falloir être solide, mais 15-20 minutes à Munich pour démarrer, pour entrer dans le tournoi, qui de mon point de vue vont être assez difficiles, ça j'y crois. Maintenant, je pense que la France est en capacité de résister à ce premier choc, et je pense peut-être surtout qu'avec ces individualités-là, il ne faut pas grand-chose en fait pour concrétiser, même un petit temps force. C'est peut-être l'inverse de ce qu'on a vu avec l'Espagne hier soir.
Cette équipe de France a peut-être besoin que de 6-7 minutes de temps fort pour s'imposer, et c'est la raison pour laquelle je vois la France gagnante à 2,75. Et alors je pense que c'est pas inutile de rappeler quand même qu'il faut pas accorder trop de crédit à cette intuition, c'est juste mon idée comme ça, et franchement on a vu sur les derniers matchs de l'Euro que mes idées pouvaient être assez vite mises en échec par la réalité. Hier par exemple sur les pronos on fait un 0 sur 3, donc ça arrive régulièrement, je veux pas donner l'impression que juste parce qu'il y a une petite réflexion derrière cette idée, c'est ce qui va se produire. Vous connaissez bien le foot, je pense, et trop bien le foot pour savoir que c'est la réalité, mais un rappel est pas insuffisant. Cela dit, si cette intuition vous semble intéressante, ou que vous avez vous-même votre propre idée, c'est sans doute encore mieux. Si vous voulez transformer ces intuitions-là en action, vous pouvez le faire par exemple sur BetClick, c'est mon partenaire. Vous avez 200 € offerts à l'inscription avec le code promo WILOU. Si vous êtes majeur et responsable, que vous avez déjà prévu de vous inscrire sur BetClick par exemple, considérez le fait de le faire avec le code promo WILOU. Ça vous donne accès à ce bonus de bienvenue que je détaille en commentaire et en description. C'est 200 €. En tout cas, votre premier pari est remboursé à hauteur de 200 € si perdant. Et l'utilisation de ce bonus, de ce code promo, non seulement débloque le bonus, mais me donne une très belle commission à chaque utilisation. Ça m'aide énormément. C'est la meilleure manière de soutenir la chaîne en ce moment et vous êtes beaucoup à le faire. Je vous remercie pour ça et je suis toujours aussi reconnaissant de votre aide sur ce point. Donc voilà pour la section prono. On va attaquer maintenant les matchs du jour. Rapidement, il y a 3 rencontres qui sont quand même assez intéressantes, dont j'aimerais discuter. La première, c'est Écosse-République tchèque, qui était un match assez sympa, peut-être le match le plus sympa des 3, ça se discute, mais peut-être qui a été marqué initialement par beaucoup d'approximations techniques. Voilà, un match sympa, c'est peut-être pas ce à quoi on s'attendait au vu de la première demi-heure. Des approximations techniques, certaines quasiment comiques, comme ici, je crois que c'est Ryan Christie qui réussit un dribble sympa sur le côté pour attaquer la surface, mais il prend l'obstruction de son coéquipier O'Donnell. Aïe aïe aïe. Alors l'Écosse ensuite est progressivement montée en puissance et resté pauvre techniquement, mais ils ont réussi à enchaîner les occasions. Le problème, c'est que leur qualité à la finition était vraiment trop faible. Ils terminent avec 18 tirs à 9, 2,7 XG à 1,19, mais s'inclinent donc 2-0, et je pense que la toute meilleure manière d'analyser ce match, l'idée qu'on peut faire ressortir qui explique quasiment tout, c'est de dire que dans une équipe, le meilleur joueur, c'est un latéral gauche, et ça s'est vu en fait. Robertson a beaucoup apporté, et il a été régulièrement à la conclusion des actions comme ici, mais c'est juste pas sa qualité première, la finition c'est juste pas sa qualité première. Alors que dans l'autre équipe, ton meilleur joueur, c'est pas ton latéral gauche, c'est ton avant-centre, en tout cas hier, et ça s'est vu aussi. Patrick Schick met 2 superbes buts, le but du tournoi pour l'instant bien sûr, et qui a des chances de le rester jusqu'au bout, c'est un lob de 50 mètres, mais avec un effet brossé extraordinaire, avec une prise d'information ultra rapide qui est impressionnante, donc un super but, mais même la tête est magnifique pour l'ouverture du score, la tête est superbe, bien placée dans le petit filet. Quand tu compares en face à Lyndon Dykes, qui était le 9 de l'Écosse, quand tu compares en face à Dykes, qui était un peu un assassin qui a vendangé 4 ou 5 grosses occasions, on a vu la différence. Du coup, la note pour moi sur cette rencontre, c'est 14 sur 20, parce que c'est un match qui, je dirais, a progressé dans sa qualité au fur et à mesure. On a eu 2 beaux buts, une équipe de la République tchèque assez sympa, et de l'ambiance à Hampden Park. Donc voilà, un beau 14. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, et donnez-moi votre note. On va passer à Pologne-Slovaquie ensuite, qui était le match de 18h. J'ai trouvé d'abord une Slovaquie super technique, assez réjouissante, cherchait beaucoup les petits ponts. Il y en a eu 3 pour sûr de tenter, peut-être même un 4e. Ça a été le cas par exemple sur l'ouverture du score, et puis des dribbles osés en pleine surface de manière générale, vraiment sympa. Étonnamment, je dirais, au vu de sa saison qui est quasiment vierge, Marek Hamšík a été en bonne forme, des renversements précis, toujours assez juste dans son jeu, et ça vient contraster de manière totale avec une Pologne qui a été absolument dramatique. D'abord sans ballon, où le pressing était inexistant, soit pas assez coordonné pour réussir, et là il y a une séquence dévastatrice où Clear part dans une course de pression désespérée, chasse le ballon seul, et la Slovaquie le fait tourner en réussissant à écarter finalement. Et puis avec ballon après, c'était pas mieux, Lewandowski quasiment pas trouvé, dans une animation où en gros tout était à revoir. Donc voilà, je pense que pour l'instant on tient l'équipe déception du tournoi avec cette Pologne, vraiment c'était super faible alors qu'il y a des éléments qui peuvent te permettre d'espérer mieux. Zielinski, en plus de Robert Lewandowski, c'est trop pauvre, à part un dernier quart d'heure un peu ouvra football où la Pologne s'est procuré quelques occasions tout de même. Et du coup la note que j'ai mise c'est en dessous quand même d'Écosse-République tchèque, c'est 12 sur 20, mais la Slovaquie peut se sentir un peu lésée parce que c'est elle qui rapporte quasiment tous les points. Et puis enfin, on termine avec Espagne-Suède. Alors là, une rencontre que j'ai trouvé vraiment pas facile à analyser, où je pense qu'il y aura des lectures assez contrastées, ça m'intéressera de savoir ce que vous en pensez en commentaire. Mais hier, je disais ça en preview. La Suède qui arrive sans Kulusevski, ça reste une équipe qui a Emil Forsberg, Alexander Isak,
Mais j'ai peur que ce milieu espagnol, configuration Luis Enrique, étouffe totalement la partie et s'arroge, comme ça a été le cas sur certaines rencontres récemment, 70-75% du ballon, et que finalement on voit trop peu de la Suède pour qu'elle puisse s'illustrer. Et la réalité, c'est que ça a été pire encore. L'Espagne a eu 85% de possession, a terminé avec plus de 85% de possession. Et du coup, la vision qu'on peut avoir de ce match, je pense qu'il y en a deux principalement. D'un côté, il y a le rejet qui est assez compréhensible d'une équipe qu'on pourrait considérer comme droguée à la possession, qui a tant conservé le ballon que ça donnait un match parfois pénible à regarder, surtout sur les coups de 22h30, où la fatigue commençait un peu à monter. Mais d'un autre côté, on peut aussi considérer le fait que la Suède était dans une posture de refus total du jeu, et l'Espagne boucle son match avec 17 tirs à 4, quelques très très grosses occasions, 2,47 XG au final. Donc on peut avoir des réserves esthétiques sur ce type de foot, elles sont totalement audibles, mais dans l'optique de gagner le match hier soir, ce type de foot n'était pas nécessairement inapproprié pour l'Espagne, c'est là toute la contradiction je pense. Et ce qui ressort surtout en fait, de mon point de vue, c'est que l'Espagne a manqué de qualité dans les deux surfaces. Morata a encore raté un face-à-face, mais les centres ont rarement trouvé preneur, il y a eu plein d'occasions gâchées, pas eu de tueur devant et ça a cruellement manqué. Quand on regarde aussi la passe map, on voit ce 9 isolé qui a eu beaucoup de mal à être trouvé, et puis ensuite dans sa propre surface, la réalité c'est que l'Espagne a été tout proche du drame. Si Marcus Berg n'est pas un assassin lui aussi, qu'il ne manque pas l'offrande d'Ishak, bon ça aurait été assez différent. Donc voilà, un match qui de mon point de vue demande un peu de mesure dans la lecture, qui est pas fondamentalement rassurant pour l'Espagne, ça je pense qu'on peut le dire. Ça va être dur d'aller loin dans cette compétition sans un 9 plus efficace et sans plus d'efficacité dans les surfaces. Maintenant, on attendra peut-être de les voir contre une équipe qui refuse moins le jeu pour avoir une analyse moins définitive. Ça ne nous empêche pas d'être assez sévère sur la note de la partie, je dirais entre 8 et 9, peut-être 9, parce que la première demi-heure était pas si mauvaise, peut-être que le jeu de possession était un petit peu plus précis, un peu plus abouti, ça a été un peu moins bon ensuite. Donc voilà, j'ai mis 9 sur 20, et on va boucler là-dessus. Peut-être que la dernière chose qu'on peut dire sur cette journée d'Euro, c'est une mention spéciale pour l'arbitrage, que je trouve bon sur cet Euro. Il n'y a pas de décision absolument fantasmée, il n'y a pas de penalty extraordinaire, pas de recours à la VAR, mais il y a aussi un libre recours qui est donné au jeu. Les arbitres sifflent peu, malgré le fait qu'il y ait certains gros impacts. Voilà, c'est assez plaisant et je pense que c'est une des bonnes choses qu'on peut ressortir de ce tournoi pour l'instant, un haut niveau d'arbitrage, ça fait plaisir. Alors on s'arrête là pour aujourd'hui les amis, j'espère que ce nouvel épisode d'Eurojour vous a plu. Toujours un régal de vous lire en commentaire, je tenais à le signaler parce que personnellement je finis ces vidéos vers 3-4 heures du matin, je les pré-upload pour qu'elles soient en ligne à 7 heures, mais à 3-4 heures je me couche et j'essaie de pas me réveiller avant 11h midi pour être en forme pour les matchs qui vont suivre. Je me réveille, je lis vos commentaires, la première chose, c'est vraiment trop plaisant de voir vos retours, ça motive à fond pour suivre un rythme qui est un peu coriace, un peu exigeant, mais super stimulant, super récompensant, je sais pas s'il y a un mot. Voilà, merci pour toute votre bienveillance que vous cultivez à mon égard, mais aussi à l'égard de vous-même dans les commentaires. Continuez comme ça fait super plaisir. Donc merci pour tout, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça aussi super manière de m'aider, et là aussi vous êtes au rendez-vous. Petit pouce bleu si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner à la chaîne pour pas rater les prochains épisodes. On se retrouve ce soir en avant-match sur Popcorn avec Domingo, et ensuite le lendemain matin à 7h pour parler de ce France-Allemagne. Merci pour tout, le code promo Willou en commentaire si vous voulez miser sur BetClick, mon sponsor maillot aussi que je vous mettrai, et on se retrouve très vite pour la prochaine. Comme d'habitude, prenez soin de vous, passez une excellente journée et soirée, bon match ce soir, allez les bleus, et on se dit à bientôt, bisous.